Et de retour dans cette troisième partie de votre émission Sarthe et moi de là, toujours avec Yves de la Fouchardière, directeur de la coopérative des fermiers de l'eau. On en parlera évidemment dans quelques instants, mais dans cette troisième partie, Yves, ça va toujours? Très bien. On fait un petit focus sur ceux qui font la Sarthe. Ah, oui. Je reçois un passionné et ce soir c'est Aldo. Bonsoir Aldo. Bonsoir. Vous êtes bétuliculteur, vous récoltez de la sève de bouleau. De la sève de bouleau blanc. Et ça a de super vertus pour notre santé. Pour la santé, voilà. On va en parler évidemment dans quelques instants. Et puis à côté de vous, Fernand Lejard, nous, notre vertu à nous, c'est le patois sartois. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais moi aussi, je fais une cure tous les ans. C'est vrai? Parce que j'en récupère chez moi. Bon, bah parfait. Nous, on va parler patois, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Se déneutir et se rapproprier, c'est ça, notamment? Oui, notamment, oui. Je l'ai bien dit? À peu près se déneutir. Il te manque toujours l'accent un petit peu. Bah, je sais. Va-t-on y arriver avant la fin de l'année, Fernand? Oui, je serais bien que oui. À nous trois, on va y arriver. Tu sais. Le passionné de la semaine. Alors Aldo, on parle de votre histoire. Vous habitez à Séance-Foultourte et vous avez découvert il y a 10 ans cette sève de bouleau. Comment est née cette activité professionnelle qui est votre activité principale aujourd'hui? Oui, c'est mon activité principale maintenant. Au départ, c'est un copain, Pierrot, qui m'a fait découvrir la sève de bouleau en me parlant des vertus. Et comme j'habite en pleine forêt et que j'ai des arbres chez moi, je suis assez proche de la nature, donc j'ai essayé ce produit. Et je me suis rendu compte des bienfaits sur mon organisme. Et comme j'avais envie de changer de métier et changer de voie, donc j'ai pris l'idée d'en faire mon métier. Sans indiscrétion, vous faisiez quoi avant d'être bétuliculteur? J'étais artisan en multiservice. Donc du coup, maintenant, vous êtes dans la sève de bouleau. Est-ce que vous connaissiez, Yves, les vertus de la... Non, sincèrement, j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Mais moi aussi, j'ai découvert par hasard. Donc, il y a de véritables vertus à faire une cure régulière. Fernand dit oui, à faire une cure de sève de bouleau. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très bon pour limiter les douleurs articulaires. C'est très bon pour faciliter le transit. C'est très bon pour les gens qui ont des problèmes de sommeil. Pour recharger l'organisme en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. Il y a une posologie particulière pour la cure? Pour faire une cure qui soit vraiment efficace, il faut compter à peu près 15 centilitres par jour le matin à jeun pendant 3 semaines. D'accord. Mais on peut en boire beaucoup plus. Personnellement, j'en bois beaucoup plus. Tout au long de la saison, j'en bois. Parce que on peut le boire tout simplement comme de l'eau pour se rafraîchir. Il y a quelques centaines d'années, les gens buvaient cette sève de bouleau toute l'année. Alors comment ça se passe Non, je vous laisse. J'allais poser la question, j'ai justement posé la question, quand est-ce qu'on prélève la sève et combien de temps? Alors, à quel moment on peut prélever la sève? Je ne sais toujours pas. Il faut observer la nature. J'observe les autres espèces d'arbres pour voir quels sont les arbres qui commencent à faire des chatons ou à commencer à reprendre vie. Et puis on perce un arbre sur 2-3 cm de profondeur à peu près, parce que la sève de bouleau est juste derrière l'écorce, dans une partie qu'on appelle l'aubier. Et donc là, on plante un petit tuyau dedans et puis la sève coule toute seule. Comme pour l'érable? Comme pour l'érable, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que le sirop d'érable, il est travaillé après, il est chauffé, réduit pour en concentrer le sucre. Et on peut également le faire aussi avec la sève de bouleau. On peut faire du sirop de bouleau. Donc il y a un outil spécifique pour récolter le... Pas du tout, une mèche à bois tout simplement avec une visseuse. Ce qu'il faut, c'est avoir un tuyau qui soit vraiment pile poil au diamètre du trou que l'on fait pour éviter que la sève de bouleau coule le long de l'arbre. Parce que là, ça attire les limaces, les petites bêtes, parce qu'on a un tout petit peu de sucre dedans. Et là, on le voit. On le voit en image, c'est Mickaël Texier qui a fait un reportage récemment sur ça, donc on voit. Voilà, là, on voit la sève qui coule. Là, on était à une journée où ça coulait vraiment bien. Donc ça, c'est du goutte à goutte qui se fait comme ça? C'est du goutte à goutte, voilà. Quelle quantité est-ce qu'il y a une quantité particulière par arbre? C'est très variable en fonction de la température, en fonction de la luminosité. Ça peut aller de rien à 1 litre, 1,5 litre par jour par arbre. Alors il faut prendre en moyenne, il faut prendre un arbre qui fasse minimum 20 cm de diamètre pour pouvoir ne pas fatiguer l'arbre. Parce que mine de rien, c'est quand même ça ce qui va lui permettre de vivre après. Bien sûr. Vous avez une exploitation chez vous du coup de différents boulots, vous en avez combien? On a à peu près 200 pieds à la maison, donc on peut voir venir. Donc vous pouvez en mettre certains en jachère certaines années pour les préserver? Voilà, il n'y a pas de problème pour la santé de l'arbre parce qu'un arbre va produire entre 150 et 200 litres de sève par jour. Nous, on s'évertue à ne prendre
qu'un prélèvement par jour, c'est-à-dire on ne fait qu'un seul trou dans l'arbre pour récolter la sève. Et dans les pays nordiques où ils sont très friands de ce produit, ils se sont rendus compte que les plantations qui étaient récoltées comme ça tous les ans faisaient des arbres plutôt en meilleure santé que ceux qui ne l'étaient pas. D'accord. En gros, on prend 1% de ce que lui produit, quoi. Alors en Suède, ils appellent ça l'élixir de vie. L'élixir de vie, voilà. C'est beau, hein? Ouais. Bah oui, parce que c'est vrai que quand on se rend compte de toutes les vertus, quand on est un peu à l'écoute de son organisme, quand on fait la cure, bah, Fernand, apparemment, vous connaissez. C'est excellent. C'est pour ça que c'est un gaillard comme ça, Fernand. Comme disait mon grand-père, c'est mon grand-père qui m'a pris, il me disait c'était un déclassoué pour l'intérieur. Oui, ça pour sûr. C'est pour le nettoyer, ça nettoie. Et vous vendez le produit fini ainsi de la récolte ou il y a une transformation ensuite avant la vente? Non, c'est vertu à ne pas faire de transformation du tout quand on est en pleine saison, c'est-à-dire avant que les feuilles des arbres ne s'ouvrent, parce que cette sève-là, c'est la sève primaire. D'accord. Dès que les feuilles s'ouvrent, on a la photosynthèse qui se crée, et à ce moment-là, on a une deuxième sève qui s'appelle la sève élaborée, qui donc descend du haut de l'arbre pour nourrir l'arbre vers le bas. Dès ce jour-là, cette sève primaire ne coule plus. Nous, on la récolte, on la conditionne et on la vend, on ne la transforme pas du tout. Seule chose qu'on fait, c'est pour pouvoir en vendre un peu plus longtemps dans l'année, c'est qu'on la met sous vide. Mais on n'a aucun traitement, elle n'est pas filtrée, pas pasteurisée, pas stérilisée, pour lui garder tous ses bienfaits et toutes ses vertus, tous les oligo-éléments et toutes les vitamines. Bon, en tout cas, on y a goûté autour de la table, ça a un goût agréable. Hein, c'est un peu acidulé. Oui, c'est acidulé. Comment vous pouviez le conserver? Parce que moi, je le conserve dans le congélateur. Oui. Comment vous pouvez le conserver? Sous vide ou même dans un récipient en verre, rempli au maximum, parce que la sève de bouleau a tendance à se dilater. Là, on a dans cette sève-là qui a 2 mois, on a un petit goût légèrement citronné qui est un dégagement du gaz carbonique. D'accord. Elle est un petit peu plus trouble. La sève de bouleau a tendance justement à gonfler et créer du gaz carbonique, ce qui donne ce petit goût. Mais ça ne change en rien ses vertus. On vous trouve sur différents marchés ou directement sur votre exploitation pour se procurer cette Voilà, sur 9 marchés sur la Sarthe, sur notre exploitation le lundi après-midi, samedi après-midi en vente directe, et également sur plus d'une dizaine de magasins bio en Sarthe, Maine-et-Loire et Loire-et-Cher. Est-ce qu'on peut dire, pour résumer, mais c'était facile, hein, du boulot, vous en avez fait votre travail, quoi. Exactement. Et c'est du boulot. Et c'est du boulot. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Est-ce qu'on parle patois un petit peu? Vous voulez me présenter quelque chose? Ça m'arrive parfois de parler patois. L'accent est là, c'est drôlement. Je sais un gars du cru, moi. Mais on va laisser Fernand faire, c'est son boulot. Le patois de la semaine. Bon, Fernand, ce soir, tu vas nous mettre à l'exercice, Yves, Aldo et moi. Absolument. On y va. On propose le premier mot à Yves de la Fouchardière. Absolument. On y va, Yves. Le premier mot, vous le voyez en face de vous? De mine. Oui. De mine. Oui, celui-là, il est facile à prononcer. De mine. Ça veut dire travailler lentement. Quelqu'un qui n'était pas un grand violent au boulot, il disait oh, il travaille que de mine, ce style-là. Mais c'est aussi lorsqu'on a un travail long et fastidieux à faire. J'entendais souvent nos anciens dédoués, ça folle pas dur celui-là, on va se faire de mine. C'est pas comment faire. Un peu aujourd'hui, un peu demain, un peu après-demain. Alors, je pense, mais j'en ai pas la certitude, que ce mot vient du vieux français émine ou mine, qui était une toute petite mesure. Ah. Vous voyez donc l'idée de travailler de travailler doucement et de travailler peu. J'en suis pas sûr. Le deuxième mot, je vais le garder, se dénêtir et se rapproprier. Se dénêtir et se rapproprier. J'y arriverai jamais. Faut bien rouler les... Bah oui, c'est ça. Pourtant, t'es sartois. Bah oui, je suis sartois. Oui. Je fais que de le répéter parce que tout le monde me dit, mais en fait, t'es pas sartois. Si, je suis sartois. Oui. Alors, se dénêtir, c'est se rendre propre, bien se laver. Et se rapproprier. Se mettre une belle toilette. Mais c'est bien se laver. On se lavait... Comme disait une personne que je connaissais bien à côté de chez nous quand j'étais gamin, moi, sale ou pas sale, une fois par mois, je me lave. Mais j'adore. C'est vrai qu'une fois par semaine, on était dans le baquet, un gros baquet en bois à la ferme, où on mettait un petit peu d'eau chaude là-dedans, été comme hiver, et
Ben, on allait se l'approprier comme il faut quand même. Bah, évidemment. Et Comme quand on vient à la télé aussi. Ah ben seulement que si, On parce est bien que ça quand même, et approprié. puis on se met du sambon en plus de ça. C'est ça. On se met du parce que four. Et se rapproprier, donc c'était bien s'habiller, bien se vêtir. Et on peut dire que c'est ce mot rapproprier et lui un mot qui est carrément du vieux français, alors que ce dénétir devrait venir, je pense, de desnuer, qui voulait dire se mettre à nu et se déshabiller. Ah, d'accord. Et ben voilà, encore une explication évidemment concrète et précise de Fernand. On passe à un autre mot, on le voit à l'antenne, c'est... Ben, je vais le laisser à Aldo. Quartier accrété. Ah, Quartier accrété. Quel thé à Crété? là il y a l'accent par dit. contre. Ah, hein. c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah bah ça veut dire quel thé. Alors, c'est le complément des deux mots qu'il y avait juste avant. C'est pour ça que je les ai mis l'un après l'autre. Kerté, c'est être propre et bien mis. Ouais. Donc, on a commencé par se dénétir et se l'approprier, puis après on s'est quêté et on s'est accrété. Alors, accréter, c'est mettre des... S'apprêter. C'est s'apprêter. S'apprêter, oui, Absolument. moi j'aurais dit s'apprêter. Absolument, s'apprêter. Et d'ailleurs, Rabelais écrit dans Gargantua au chapitre 25. Vraiment, t'es bien accrété un matin. Comme quoi, le patois qu'on apprend chaque semaine, ça vient du vieux français évidemment. Oui, pour beaucoup, c'est pourquoi je m'efforce et j'essaie toujours de trouver les origines des mots que l'on prononce, parce que dans l'esprit des gens, le patois, c'est une langue vulgaire, ce qui n'est pas vrai du tout. Il y a des mots qu'on a déformés, qu'on a Mais non, transformés. pas que. Mais la grande majorité viennent de la langue d'oeil, viennent du vieux français. Un petit dernier avant de se quitter, Fernand. Alors là, on va te le laisser parce qu'il est beaucoup trop long pour nous. Ah ben non, ça tête le dire. Ah non, 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 non. Fernand, s'il te plaît. Ah ben, essaie quand même. Essaie quand même. Ademé Soui, il pourrait charrier Oui. toute son amitage dans une civière. Oui. Adem essuie, il pourrait charrier toute son Charrier. amistage dans une civière. Civière. Ça veut dire, si je le traduis totalement en français, dorénavant, Mhm. il pourrait emmener tous ses amis dans une brouette. On disait ça de quelqu'un qui n'avait peu ou pas d'amis, ou qui avait perdu ses amis pour des raisons X ou Y. Et moi, j'ai bien entendu des fois des anciens dire « Oh, Bastila, à des messieurs, je t'assure qu'il pourrait charrier tous ses amistage dans une berouette, ou dans une civière, parce qu'on dit les deux, la berouette ou la civière. » Eh ben parfait. On parle avant de se quitter du mardi 23 mai, c'est mardi prochain. Qu'est-ce qui va se passer précisément, Fernand? Eh bien, le 23 mai, avec l'ami José Atlan, je vais réciter et je vais lire des écrits d'Edith Jacquenot, qui pour moi, Edith Jacquenot, incontestablement, ça n'engage que moi ce que j'ai là, mais certainement la prose que je préfère, que j'ai toujours préféré en patois, enfin en parler Meuniot, mais aussi des textes de Gaston Coutet, des textes de Raoul Langlais ou des textes de Déhan Laporte, et ça va se passer au Café du Carré Plantagenet. Donc c'est à 17h, juste avant Sortez-moi de là. Donc 17h Voilà. et à 19h, on sera dans la télé pour regarder Sortez-moi de là. Tu peux venir, tu es mon invité. Et je serai accompagné par le violoniste d'éveillé à l'ancienne, donc Gaëtan Coutable. Eh bien c'est noté, mardi prochain Merci. à 17h au café Carré du Carré Plantagenet. Plantagenet, merci. Merci Fernand d'être venu. Merci à Aldo toi d'être venu. Merci Tous à à toi. la sève de boulot. Ouais. Et nous, on passe aux 5 dernières minutes. Il faut une... Alors Yves, c'est les 5 dernières minutes, on va parler un peu plus concrètement de vous. Vous êtes directeur de la coopérative des fermiers de l'Oé, c'est plus de 1000 éleveurs de volailles fermières. Absolument, environ 100 même actuellement. Oui. Vous travaillez évidemment pour ce label qui est une notoriété absolue, 85% des Français la connaissent. On Ah peut, oui, c'est on la... peut difficilement faire mieux en termes Non. de notoriété. Oui, il ne peut pas progresser plus. C'est une notoriété pareille, c'est extraordinaire et c'est un patrimoine incroyable qu'il faut défendre. Aujourd'hui, il faut se batailler au quotidien. J'ai lu, vous disiez, l'avenir, batailler avec passion, ténacité et fierté pour que les valeurs que nous défendons depuis plus de 50 ans soient respectées et préférées par les consommateurs. Oui, je crois qu'on est à une époque où tout est renversé, donc, et beaucoup de gens réinventent des nouveaux projets, en inventant des cycles patrons, des poules à housse, des tas de choses, à un moment donné, nouveaux, à un moment donné. On a, nous, un label complet, une histoire complète avec
plein de... tous les attributs sont là, le bien-être animal, l'environnement, le commerce équitable, la bonne production, le bon produit, la tradition. Ça, il faut qu'on arrive à le défendre vraiment fortement parce que notre système est incroyable, il a été inventé par des bons pionniers. Il faut le faire durer. Donc une démarche qui doit rassurer évidemment les consommateurs, plus que jamais aujourd'hui évidemment dans la société. C'est très clairement, on a même été des pionniers dans beaucoup de domaines. Tout le monde parle des œufs de poule en cage. Il y a maintenant 30 ans, quand on a mis nos premières poules dehors, on s'est foutu de nous. On disait que ce n'était pas possible d'élever des poules dehors. Ma grand-mère les élevait dehors, mais on nous disait qu'il fallait les élever dans des cages. Mais c'est nous qui avions raison. Alors, vous n'êtes pas originaire de la Sarthe, mais ça fait plus de 30 ans que vous travaillez avec les éleveurs sartois. Vous avez commencé à 22 ans. Vous étiez directeur de la sélection avicole de la Sarthe et du Sud-Ouest, c'est ça? Vous êtes bien informé, bravo. Oui, donc, oui, c'est vrai, oui, à 22 ans, c'était très jeune, mais c'était un métier déjà passionnant. Donc, et je m'occupais des grands-parents des poulets de Louis. Et vous avez fait beaucoup évoluer, évidemment, cette sélection avicole. On a surtout fait en sorte que la sélection de race ancienne reste, parce qu'autrement, elle allait disparaître, puisque les Américains et les Allemands étaient en train de monopoliser la sélection des poulets, et avec des poulets très intensifs, pas intéressants. Et puis 1996, vous devenez directeur des fermiers de Louet. Oui, c'était déjà il y a quelques temps maintenant. Il y a quelques temps, mais du coup, c'est quoi le secret de longévité pour rester à ce poste de directeur de cette coopérative? J'étais le deuxième directeur, il n'y en avait eu qu'un seul avant, donc peut-être que c'est le poste qui veut ça, ou peut-être que ça s'est bien passé avec les éleveurs, c'est l'un ou l'autre. On parle aussi de la communication des fermiers de Louet, on va voir quelques images, toujours une communication innovante et déjantée, on aime beaucoup voir ces images-là. Et puis, évidemment, vous saviez que j'allais en parler, mais évidemment, vous avez aussi fait une opération de communication imprévue en février dernier. Vous avez offert 2 poules pondeuses au président de la République lors du Salon de l'Agriculture. Agathe et Marianne, c'est ça? Absolument, c'était une rencontre un peu improbable. Donc, et c'est vrai que ça s'est passé, ça s'est super bien passé, puisque finalement, Emmanuel Macron était passé au salon, il s'était fait comme d'habitude dans les salons agricoles apostrophés par des gens pas heureux. Et quand il est arrivé sur notre stand, il nous a demandé si ça allait bien, mais ça allait bien. Je ne vais pas dire que ça va pas bien quand ça va bien. Il faut arrêter de se plaindre quand ça va. Et par le fait même, c'était un moment d'oxygène pour lui, et ça a fini avec une rencontre avec une poule. Alors la question, comment vont Agathe et Marianne? Mais super bien, c'est très impressionnant. On en a fait un parfait éleveur. Donc, elles pondent 6 œufs par semaine. Donc, les œufs sont marqués. On les nourrit encore avec des céréales sartoises et probablement on va les labelliser. Et on va sans doute l'inviter en tant qu'éleveur l'année prochaine. Il viendra peut-être évidemment dans des départements. En tant qu'éleveur, ça a bien tenu de venir. Quand on est coopérateur, on participe à la vie de la coopérative. Et puis on parle de l'événement important, le samedi 26 mai prochain, l'Assemblée des 60 ans. Il fallait célébrer ces 60 ans comme il se devait. Oui, moi ça c'est un principe que j'ai depuis que je suis arrivé à Louet. Tous les 10 ans, on fait une grosse fête et on passe un moment le plus heureux possible avec les éleveurs, les partenaires. On sera 3500, donc ça fait beaucoup de monde et on passera une grosse journée. Voilà, il y a plein de petites choses qui se préparent, mais je suis pour les moments heureux parce que les moments malheureux arrivent tout seuls. Et donc il faut prendre des moments heureux autant qu'on peut. Et vous gardez où cette joie d'avancer, de continuer à faire évoluer parce que c'est un peu compliqué aussi le monde agroalimentaire. Non, il faut regarder toujours les choses de manière positive. Si matin vous vous réveillez en vous disant que ça va pas, ça va pas. Et quand ça va pas bien et que vous dites que ça va quand même aller, ça va quand même. Et donc non, globalement, oui. C'est une question d'état d'esprit. Et puis, vous êtes un grand fan de basket. Oui, aussi. Vous m'avez dit, en préparant l'émission, vous m'avez dit, par contre, je vais être libéré à 20h parce que ce soir, il y a un match important. Oui, ça sera 20h45, donc, mais il faut finir bien la saison contre Cholet. Évidemment. Et j'ai une petite surprise, on a eu Christophe Lebouille, je le voulais en direct, mais du coup, il est sur la route. Le président du MSB, je lui ai posé 3 questions hier. Écoutez. Passionné, fidèle. Je dirais présent, voilà, présent au quotidien à nos côtés. Pas meneur de jeu, je ne crois pas. Je le verrais plutôt en homme à tout faire sur les postes 2 ou 3. Un Terry Tarpey par exemple de chez nous cette année avec une grosse activité des 2 côtés du terrain. Oui, c'est essentiel car au-delà de l'aspect financier évidemment qui est très important, on ne va pas être hypocrite, c'est une constante chez les poulets loués depuis je crois plus de 25 ans, son soutien moral ne s'est jamais démenti et notamment dans les périodes difficiles, pas seulement la saison passée mais également avant. Il est toujours à nos côtés, à nous encourager, parfois à nous stimuler et à mettre le doigt où ça fait mal, mais toujours dans l'esprit de vouloir faire avancer les choses pour le club.
Vous comprenez ce soutien essentiel de... Non, mais je suis un essentiel. supporter insupportable. Quand un arbitre n'est pas bon, je traite de chef de gare quand il siffle trop. vous êtes comme ça. De voleur de poule, jamais d'injures. Je suis contre les injures. Voleur de poule ou branleur de dindon quand il est très mauvais. Mais c'est un métier, branleur de dindon, c'est une autre histoire. Donc ça vous convient le poste qui vous était proposé par Christophe Oui, Lebougne? Thierry Tarpey, c'est trop. Je suis incapable de faire Thierry Tarpey, il est tellement fort ce joueur. Donc c'est un très jeune joueur qui est chez nous depuis cette année et qui aura une très grande carrière, à mon avis, y compris internationale. L'idée, c'est d'accompagner encore et toujours le MSB dans... Oui, ça fait pas 25 ans, mais ça fait plus de 30 ans qu'on est sponsor. Je crois qu'on est le plus vieux sponsor maillot de tous les sports professionnels confondus. Donc on n'a jamais laissé tomber le club, même quand il n'allait pas. Et on est attaché finalement au sport de haut niveau. Puis le MSB est un club très sain, très bien géré, avec un excellent dirigeant. Donc Christophe Lebougne, il faut réellement rendre hommage. C'est important de soutenir, quand on est une coopérative qui fonctionne bien, de soutenir des événements, d'être partenaire, mécène comme... oui, il faut être engagé. C'est pas facile d'être engagé partout. On est très très sollicité, donc on a des vraies limites. Mais quand on s'engage quelque part, il faut s'engager vraiment. Il faut vraiment faire les choses à fond et pas uniquement... L'argent, c'est pas le sujet, il faut aussi s'engager personnellement. Il y a d'autres événements, manifestations dont vous êtes partenaire Il y en a eu pas qui vous tiennent à cœur. Il y en a eu pas mal, mais on n'a pas parlé tout à l'heure de Juigné. À Juigné, par exemple, ça fait des années qu'on subventionne et qu'on accompagne des montgolfières et on fait un très gros rassemblement de montgolfières à Juigné. D'accord, et vous êtes mécène du coup sur le projet? On finance les éoliennes, pas les éoliennes, excusez-moi, les montgolfières. Et donc il y aura un rassemblement de ballons qui s'appelle le ballon casse-croûte qui a lieu tous les ans et qui est un truc vachement sympa. Donc ça, on sait déjà la date? C'est le dernier week-end d'août, et c'est à Juigné, et il y aura beaucoup de ballons dans l'air et beaucoup d'ambiance. Bon. Dernière petite question avant de nous quitter. La Sarthe, c'est un département idéal. On peut être fier d'être sartois? Moi, c'est mon département. Hein. Je suis né à Nantes, j'habitais à Grenoble, j'habitais partout, mais là où j'habitais le plus longtemps, c'est en Sarthe. Donc, et je suis très fier d'être sartois. Je trouve que c'est un département idéal parce que proche de Paris, rond comme un ballon de football, avec sa préfecture au centre, avec des gens qui aiment bosser, des gens respectueux, pas des gens qui parlent beaucoup, pas des gens qui le ramènent, mais voilà, des gens qui ont du fond. Des gens qui travaillent. Des gens qui ne sont pas de mine. Non, voilà, ils ne sont pas de mine. Ils sont pas de mine. Il y a d'immenses atouts, on parle dans cette émission souvent en culture, mais il y a d'immenses atouts économiques à s'installer en Sarthe. On invite les entreprises à venir. Je ne comprends pas comment ce département a pu passer, et cette ville a pu passer aussi loin de sa destinée par rapport à la proximité de Paris. On vous entend souvent dans la presse dire ça. 55 minutes de Paris avec autant d'avantages. L'immobilier coûte rien au monde, qu'il y a quand même possibilité de vivre et de vivre bien, il y a plein d'associations, il y a plein de choses à faire, et cette ville mérite plus et le département peut faire encore bien mieux. C'est quoi l'avenir et les projets pour Yves de la Fouchardière? De continuer à faire ce que je peux pour ces éleveurs. J'aime beaucoup mes éleveurs et on a des relations qui sont des relations, on va dire presque personnelles, pratiquement avec tout le monde, et donc tant que je pourrais rendre service, je rendrai service. Merci beaucoup d'avoir été mon invité d'honneur. Vous avez été un excellent invité d'honneur. Alors on ouvre une bouteille de l'autre côté, je ne sais pas si on peut voir. Je pense qu'on va pouvoir déguster un peu de... C'est sur de la sève de bouleau? C'est de la sève de bouleau fermentée avec 2 ou 3 petits autres ingrédients, ce qui permet d'avoir un produit très pétillant, parce que ça fait au moins 5 minutes que je suis dessus et j'arrive pas à évacuer tout le gaz. D'accord. Avec un tout petit peu d'alcool dedans. Bon, on va déguster ça avec modération, évidemment, dans quelques instants. Merci Yves de la Fouchardière d'avoir été mon invité. C'était avec un grand plaisir de vous avoir avec moi. Merci de m'avoir accueilli. Et vous reviendrez quand vous le souhaitez, évidemment, dans cette émission de Sarthe et moi de là. C'est aussi la vôtre et la vôtre aussi chez vous. Merci en tout cas de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis demain, 18h15, pour une toute nouvelle quotidienne. Très bonne soirée.